Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le 12 janvier 2023 pour notre 86e soirée, 86e jeudi, où vous êtes plus de 25 000 à nous écouter en live ou en replay. Ce conseil scientifique indépendant, on n'est pas là pour faire des recommandations, on est là simplement pour faire des conseils en fonction de ce que nous avons vu dans la littérature scientifique, parce que justement, cette littérature, on en a besoin, tout ce qu'on dit est sourcé, argumenté. Et puis ce CSI, I comme indépendant de tout conflit d'intérêts, ça c'est, je crois, notre marque de fabrique. Il y a aussi d'autres groupes indépendants, mais ça, c'est vraiment l'indépendance par rapport au conflit d'intérêts, c'est fondamental. Et puis, ce groupe de bénévoles qui grâce à vous, est présent tous les jeudis à 20h45. Et c'est vrai que le premier daté du 1er avril 2021, et qui l'eût cru, 1 an et demi plus tard, d'être toujours avec vous. Alors, grand merci à toutes les personnes que vous ne voyez pas forcément, Carole, Eric, Louis, et la technique, Joël, qui est là ce soir, et puis Xavier, qui fabrique les liens. Tout ça, c'est du boulot bénévole. Et c'est vraiment fondamental que vous soyez là. Et ce soir, je voudrais, avant de vous présenter notre invité assez exceptionnel et les personnes qui vont venir vous poser certaines questions, une pensée pour un certain nombre de médecins qui sont là sur le flot de l'actualité. Il y a Denis Agré, qui a rendez-vous mardi prochain devant le Conseil de l'Ordre de l'Hérault, CDOM 34. Et on lui dira, après son expertise psychiatrique, parce qu'on en est là, expertise psychiatrique, s'il a le droit d'avoir encore le caducée ou pas. Et puis Emmanuel Darl, qu'on va avoir le plaisir de voir tout à l'heure, qui a eu affaire aussi avec sa juridiction hier. Et puis notre pharmacien adoré de Cholet, Amine Ulil, qui lui aussi aujourd'hui a eu affaire à la justice sur l'instance disciplinaire du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, un peu une sanction par rapport à ce qu'il avait dit. Il avait osé dire à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Voilà, nous sommes dans un pays où finalement, quand on commence à parler un peu trop, et pas forcément de la doxa, eh bien, on est inquiété par ces ordres, par ces juridictions. Voilà. Et puis, grand soutien, comme d'habitude, à tous ces soignants suspendus depuis le 15 septembre 2021. Et puis peut-être une pensée, vous savez qu'il y a de plus en plus d'effets indésirables chez les jeunes, vous avez peut-être été au courant. Je ne sais pas si il y a imputabilité entre une éventuelle injection et un décès, mais un surfeur de La Réunion est décédé. On n'en sait pas plus, mais mourir d'une crise cardiaque à 30 ans chez un sportif, surtout quand ça devient assez fréquent, il y a de quoi se poser des questions. Alors ce soir, on parle souvent du consentement éclairé. Vous savez, ce consentement éclairé qui, normalement, avant toute injection ou toute prise de médicament, doit avoir lieu. On va parler aujourd'hui du complotisme éclairé. Et qui de mieux pour parler de ça, un fidèle du CSI que vous avez déjà reconnu, monsieur Michel, Jean-Dominique Michel. Bonsoir Jean-Dominique. Bonsoir Philippe, merci de me recevoir. Très heureux d'être avec vous. Écoute, tu es un petit peu chez toi aussi dans cette fabuleuse maison. Et je crois que tu vas nous parler, alors si je reprends un peu le titre, c'est les outils de contrôle de la pensée, une perspective socio-hystérique, en 2 mots, pour nous allécher, mettre en appétit. Alors hystérique, elle l'est en tout cas dans le monde extérieur. Mon approche sera plutôt socio-historique. C'est-à-dire que l'étiquette de complotiste est un fait social, elle fait partie du paysage, on en entend beaucoup parler, les médias la brandissent, parfois on se la fait coller dessus, ça a été notre cas, et donc c'est un fait social qui est préjudiciable d'une approche socio-anthropologique, et c'est ce décryptage dans lequel je vais vous inviter ce soir, mais qui est en lien avec tout ce que tu viens de nommer, c'est-à-dire les processus de harcèlement, de persécution, de discrimination, de stigmatisation, de déshumanisation, qui sont le lot aujourd'hui malheureusement de l'Occident en entier, pas juste de la France. C'est vrai que la France, comme d'habitude, fait du zèle. Mais donc tout ce que tu as décrit et qui est évidemment profondément malheureux et inacceptable se produit à beaucoup d'endroits. Il y a toute une mécanique sociale qui est agissante derrière. C'est ce que je vais présenter. On se régale déjà et surtout que tu nous as dit en aparté que ce soir, ça va faire date. Donc vraiment, partagez cette émission, partagez un maximum. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir en live, faites-le en replay. Ne gardez pas les replays pour vous. Les replays sont faits aussi pour être partagés. Et ce soir avec nous, 2 habitués. Notre sage qui est en direct de l'Italie ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Dominique.
Bonsoir Philippe, et je tiens régulièrement à saluer le fait qu'il doit être minuit chez toi, Philippe. 23h56, dans 4 minutes, il est minuit, oui. Donc, et c'est quand même important que tu sois là jusqu'à 2 heures du matin, et il faut le saluer. On est bénévole et on a le courage de faire les choses quand il faut. Et c'est vrai que moi, je suis en voyage en Italie pour la résistance, et effectivement, je suis là à chaque fois. Donc, je me réjouis d'écouter Jean-Dominique sur ce thème qui me passionne, effectivement, surtout que à l'heure où on sort les informations sur Kennedy, on est vraiment synchronisation dans la source. Et puis, puisque tu parlais des soignants qui sont embêtés, je vous annonce, c'est officiel. L'ordre va de nouveau me faire des honneurs pour la 8e fois de mon histoire, pour avoir osé parler du vaccine shedding, qui est quand même une chose importante, d'avoir fait un constat de simultanéité, pas de causalité, un constat de simultanéité qui est important, puisque quand on a commencé à parler du Mediator, on a commencé à dire, tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui prennent le Mediator et qui, parallèlement, ont des troubles cardiaques. C'est un constat de simultanéité. Avant de faire un constat de causalité, eh bien, ça va me coûter mon 8e passage devant le Conseil de l'Ordre. Voilà. Et c'est pas grave parce que il faut continuer notre travail pour la vérité. Et je tiens à saluer aussi le président de l'Ordre de Dordogne qui a donné son avis sur tout ça et qui a conclu en démissionnant de son poste de président de l'Ordre de Dordogne. Et c'est très clair, c'est très courageux de sa part d'oser dire ça. Donc voilà, nous allons continuer. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que il pourra pas rester seul. Je pense que c'est peut-être le début de le début de la dégringolade de l'ordre. Donc bravo au président de l'Ordre de Dordogne. Alors ce soir, nous rejoindrons en cours de route Emmanuel Darle. Que je tiens vraiment à féliciter. Hein. C'est quand même une vaillante universitaire, courageuse, qui a plus peur de rien et qui est de plus en plus motivée, et qui était là il y a quelques instants, mais qui intervient en live quelques minutes dans l'occasion d'un film qui s'appelle Les Soignants Suspendus, et qui va nous rejoindre en cours à la fin de l'intervention de Jean-Dominique, et qui s'occupera des questions du chat. C'est important. Si vous avez des questions, on ne pourra peut-être pas forcément répondre à tout. Mais l'intérêt de cette émission, c'est pas simplement un monologue entre un expert et vous, mais c'est vraiment un échange. Donc voilà, excusez-nous si on peut pas répondre à toutes les questions, mais on va faire le maximum pour en tous les cas essayer de peut-être d'éclaircir certains points et de donner peut-être quelques informations. Jean-Dominique Michel, écoute, je crois qu'on a une heure à peu près avec toi, et puis écoute, voilà, qu'est-ce que c'est que ce complotisme et non pas hystérique, mais donc le côté historique. À tout de suite, Jean-Dominique. À tout de suite. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil, et il est vrai que j'espère que cette présentation fera date, non pas du fait de ma personne, mais simplement que je crois vraiment que le seul antidote possible à la barbarie, c'est l'intelligence, c'est la culture, c'est la compréhension, c'est la connaissance, et que finalement, si ce que je vais partager avec vous ce soir était mieux diffusé dans l'opinion publique et dans la mentalité collective, eh bien un ensemble de choses n'aurait tout simplement pas pu se dérouler. Alors ce soir, effectivement, on va parler de théorie du complot. Alors c'est quelque chose évidemment dont tout le monde a entendu parler, c'est abondamment commenté dans la presse, ça habite les conversations, et donc les théories de la conspiration, c'est l'idée que de puissantes sociétés secrètes ou des complots agiraient dans l'ombre, et c'est devenu, comme je le disais, un fait social. C'est-à-dire que, quel que soit le degré de vérité de cette étiquette et de ce qu'elle décrit, on en parle, et donc c'est préjudiciable d'une approche socio-anthropologique. Si on tape dans Google aujourd'hui, vous voyez qu'il y a plus de 127 millions de résultats avec le terme consacré en anglais. Pour la petite histoire, c'est monté très progressivement au cours du temps. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'actualité. Et puis, il en est de même en ce qui concerne la recherche scientifique. Donc si vous tapez théorie du complot dans PubMed, qui est le grand moteur de recherche international rassemblant toutes les connaissances scientifiques dans le domaine de la santé, vous voyez que vous arrivez à 790 résultats, mais très peu. Vous voyez, avant l'an 2000, et puis la courbe commence à s'infléchir. J'ai mis le tableau à droite, à partir grosso modo de 2010, et puis là on voit cette croissance exponentielle, et donc tout récemment, énormément de publications à ce sujet.
C'est-à-dire que même la médecine, la psychologie et les sciences de la santé s'intéressent à cette question des théories du complot. Alors, de quoi parle-t-on? Là, je vous présente l'article d'un professeur au département de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière, qui travaille également à la Sorbonne, et qui a donc publié un article accepté en décembre 21, un article sur comment naissent les croyances complotistes au sujet du Covid, en relevant la pandémie a causé une crise mondiale sans précédent associée à une prolifération de théories du complot. En tout cas, ce qu'on peut voir sur Google et dans PubMed, c'est qu'il y a une prolifération de l'intérêt pour la question des théories du complot. Et puis, ça, c'est vraiment le dogme qu'on va retrouver partout chez les auteurs concernés. La prévalence de ces croyances complotistes a participé à affaiblir la crédibilité des mesures gouvernementales, limiter l'accès des citoyens aux sources d'informations fiables et perturber la réponse des systèmes de santé face à la crise sanitaire. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment un danger associé à ces théories du complot. Et puis, il est nécessaire pour moi, dans ma position et pour nous en tant que CSI, de nommer une réalité. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt non plus par rapport à ce qu'on évoque ce soir. J'ai rédigé la préface de 2 livres dont je vais parler ce soir, mais sans toucher un centime, par conviction quant à la qualité des ouvrages en question. Par contre, au sein du CSI, nous avons été plongés dans cette sphère complotiste. Donc, vous voyez que le baptême avec l'Express, bon, on y reviendra, qui, dès que le Conseil scientifique indépendant s'est constitué au début de l'année 2021, a parlé de nous, hein, comme faisant partie des gourous complotistes, médecins alternatifs, enquêtent sur les charlatans du Covid, ils promeuvent des remèdes miracles tout en minimisant l'épidémie, des discours pseudo-scientifiques aussi dangereux pour la santé publique que la démocratie. Voilà. Donc ça nous qualifie. Alors dès lors qu'on est partie prenante à une problématique, c'est important de le nommer. Ça a également été mon cas, vu que la presse suisse et française, après une première réaction très positive à mon livre, je dois dire qu'entre mai 2020 et juillet 2020, j'ai été très bien traité par la presse, qui a considéré que mon livre était extrêmement sérieux, bien documenté, qu'il reflétait un point de vue qui méritait d'être pris en considération. Et puis les choses se sont gâtées après, donc je suis devenu moi aussi controversé, une figure de la complosphère. Et puis vous voyez que l'Express, toujours sur sa lancée, a qualifié notre ami Christian Perron d'anti-vax, d'idole de l'extrême droite, la chute d'un professeur jadis respecté. Donc voilà, on est pris dans cette mouvance. Et évidemment que ça pose des questions quant à notre positionnement de penseur, quant au fait de réfléchir à la question du complotisme. Cela dit, faut-il rappeler que Christian Perron a été entièrement blanchi par ses pairs, et que le Conseil de l'Ordre des médecins de l'Île-de-France a dit que non seulement il avait le droit de dire ce qu'il disait, mais qu'il en avait le devoir, dès lors qu'il avait le degré d'expertise qui est le sien sur cette question. Et évidemment que ça pose en question, en retour, la question du respect par les médias de la charte de Munich, qui édicte un ensemble de devoirs et de droits pour les journalistes, et notamment, pour le dire simplement, d'avoir une position neutre, équitable, qui ne prenne pas parti pour ou contre des causes a priori. Et donc on peut vraiment se demander comment l'Express, Le Temps, mais tant d'autres médias peuvent justifier le fait de nous traiter de qualificatifs qui sont considérés comme étant péjoratifs ou dévalorisants dans l'espace public. Cela dit, l'Express est retombé sur ses pattes assez facilement en disant qu'en finalement, la charte de Munich, c'est un totem des complotistes contre les médias. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qu'on invoque pour les attaquer, essayer de se justifier, donc ce qui laisse suggérer qu'ils ne se sentent plus redevables de cela. Mais toujours est-il que le simple fait que nous ayons été pris à partie, comme c'est notre cas, doit effectivement nous questionner, contrairement aux médias, quant à la neutralité dont nous ferons preuve dans l'approche de cette question. Et donc, en ce qui me concerne, je me sens effectivement avec suffisamment de détachement émotionnel et intellectuel. C'est vrai que si j'en voulais à mort à l'Express ou au Temps, d'une manière qui polarisait complètement ma pensée, ça rendrait le processus de réflexion difficile. Mais par ailleurs, il faut savoir que l'anthropologie dispose d'un certain nombre de ressources intéressantes.
Alors, je fais un tout petit peu d'épistémologie parce que c'est important. En anthropologie, nous sommes confrontés à la diversité des phénomènes humains et effectivement, les modes de croyance et les comportements sont extraordinairement différents d'un bout à l'autre de la Terre à travers l'espace et le temps. Et par définition, en tant qu'anthropologue, nous ne prenons pas position sur la validité des croyances des gens. Si par exemple une peuplade considère que la Terre c'est la carapace d'une tortue cosmique qui flotte dans l'univers, on va pas commencer à dire ces gens-là sont des primitifs qui n'ont rien compris, on va leur expliquer qu'en fait c'est sorti du Big Bang et que toute l'histoire est matérielle. Non, c'est leur croyance, ils ont les leurs, nous avons les nôtres, mais cette posture ne nous empêche bien sûr pas de garder un questionnement quant à l'adéquation à la réalité. Et donc, ce fameux binôme de la démarche anthropologique, approche émique et approche éthique, l'approche émique, ça veut dire qu'on va étudier les discours en tant que tels, c'est-à-dire comment est le monde pour ceux qui croient que la Terre est la carapace d'une tortue cosmique flottant dans l'univers, et puis on va utiliser une approche éthique sans H, qui consiste à dire qu'est-ce qu'on peut observer dans la réalité. Alors pour donner un exemple, les paysans, certains cultivateurs jamaïcains travaillant dans les champs de canne à sucre ont raconté aux ethnographes qui étaient sur place que le fait de fumer du cannabis, de la ganja, les aidait à être plus productifs, donc de travailler plus vite. Nous, quand on pense à la consommation de cannabis, on pense surtout à des bobos affalés sur un canapé en train d'écouter de la musique planante, donc ça contredit un peu notre perception que c'est pas vraiment un psychotrope qui tend à rendre plus performant. Et donc, l'approche éthique, ça a consisté à filmer avec des caméras le rendement de cultivateurs qui avaient consommé de la ganja et de cultivateurs qui n'en avaient pas consommé, et de voir si jamais on pouvait objectiver leur discours, et en l'occurrence, ça a été le cas. Donc il semble que pour les paysans jamaïcains, la consommation les aide à être plus productifs. Cela dit, le fait que nous ayons nous-mêmes été attaqués nous met dans une position amusante. Le cœur de la démarche anthropologique, c'est l'observation participante. Donc on s'immerge dans des milieux. Si par exemple je fais un terrain sur la chirurgie hospitalière, eh bien je vais, bien sûr, une fois que le projet a été accepté et que les équipes soignantes sont d'accord, participer aux opérations en tant qu'observateur bien sûr, mais pour être le plus proche possible de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc on pourrait dire que le fait d'avoir été nous-mêmes attaqués nous donne une certaine connaissance aussi de ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on était tous des experts très bien considérés et respectés dans nos domaines, et puis du jour au lendemain, on nous a décrits comme des affreux qu'il fallait surtout pas écouter parce que nous étions en train d'être séditieux quant à la parole publique, et donc on a vécu des processus de stigmatisation intenses qui sont en train de se terminer essentiellement parce qu'on est quand même en train de voir qu'on a dit les bonnes choses assez vite, mais donc cette manière de vivre les choses a aussi une pertinence par rapport au sujet d'étude. Alors dans une démarche qualitative, j'ai envie de dire, et c'est vraiment important aussi de rappeler ça, que notre but, en tant que socio-anthropologue, c'est de recueillir des données et de les traiter, donc tout ce que je vais vous présenter est de cet ordre, et en discriminant en permanence dans les informations, est-ce que c'est possible? Si ça ne l'est pas, on l'exclut. Et puis une fois qu'on a considéré qu'une information était possible, est-ce qu'elle est plausible? Il peut en être ainsi. Est-ce qu'elle est vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle éclaire avec pertinence le questionnement que l'on a à l'esprit? Est-ce qu'elle est probable? C'est encore un degré de plus dans la validation. Et est-ce que c'est avéré? Par exemple, quand Angela Merkel dit les accords de Minsk que nous avons signés, nous n'avons jamais eu l'intention de les respecter, c'est quelque chose d'avéré. Elle a dit ça, ça a été enregistré, ça a été diffusé. Et sur la base de toutes les informations qu'on collecte, on infère des hypothèses, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'on a observé pour essayer de tirer des conclusions, mais qui sont toujours au mieux des convictions. On peut avoir l'intime conviction qu'il en est ainsi, mais si on a des certitudes, on n'est pas un scientifique ni un penseur. Et donc, en ce qui me concerne, je vais vous présenter des choses dont certaines me paraissent très solides, d'autres sont des suppositions, mais c'est important de situer en permanence où l'on est. Alors, si on entre dans le cœur du sujet, complotiste, anti-vax, ce sont des étiquettes. Et il existe vraiment une très très solide matière en socio-anthropologie autour de ces processus.
qui est né, pour la petite histoire, on considère que le suicide de Durkheim à la fin du 19e siècle était un texte fondateur parce qu'il s'est aperçu que autour de la question du suicide, c'était surtout la transgression des normes prescrivant qu'il était immoral de se suicider qui choquait. Et donc, ça a été un point de départ de la réflexion autour des stigmas. Puis après, l'école de Chicago, Howard Baker, Erving Goffman, évidemment beaucoup. Mais cette théorie se poursuit et j'ai trouvé quelques références vraiment très très bien faites. Si certains d'entre vous ont envie de creuser, notamment Lionel Lacaze, je crois que c'est un texte publié en 2005 ou 2008 sur la manière dont cette théorie évolue, et Melvin Portner qui raffine un petit peu le concept. Mais fondamentalement, ce dont il s'agit, c'est que il fait partie des processus sociaux naturels qu'il y ait des étiquettes, valorisantes ou dévalorisantes, et l'étiquetage, c'est quand on attribue une identité déviante à un individu et qu'on on désigne comme déviant son comportement ou ses croyances. Et en fait, ça définit aussi notre identité sociale. Donc quand je suis un anthropologue respecté qui est invité régulièrement à la télévision suisse, ou quand je suis une figure de la complosphère qu'il ne faut surtout plus inviter étant donné le danger qu'il représente, ça veut dire que cette étiquette que je porte va modifier le concept de soi et l'identité sociale d'une personne. Alors il y a beaucoup d'étiquettes déviantes, certaines ont trait à la sexualité, certaines ont trait au respect de la loi, et donc Erving Goffman, qui est un peu la grande référence en la matière, mais nomme que la notion d'être humain normal, pour qu'il y ait déviance, il faut d'abord définir qu'est-ce qui est normal, trouve sa source aujourd'hui essentiellement dans l'approche médicale ou bureaucratique ou légale, et puis que ça nous affecte jusque dans l'intime de nos relations. La stigmatisation, c'est ce qui, partant d'une étiquette dépréciative, va associer inévitablement un certain nombre de stéréotypes. Donc, en l'occurrence, complotiste est très souvent associé à antisémite, extrême droite, antiscientifique, rebelle, contestataire, à tort ou à raison. Et puis une fois qu'on a comme ça stéréotypé sur la base d'une étiquette une personne ou un groupe de personnes, ça donne la possibilité de le séparer et de le discriminer. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens n'ont pas droit à l'entier de ce que les gens acceptables et normaux, de ce dont ils peuvent disposer dans le jeu social. Alors, dans l'article de référence de Ioannidis, vous vous souvenez que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines, où il étudie avec Michaela Schippers et Harry Joff ce qui s'est passé pendant la crise Covid, les auteurs soulignaient que quand il y a un état de stress intense et que les gens se regroupent pour vaincre un ennemi réel ou imaginaire, dans ce cas le virus, eh bien, il y a tendance à un resserrement des rangs du groupe et se concentrer sur des groupes extérieurs comme source de menaces. C'est très banal, c'est les logiques de bouc émissaire. Et vous voyez, l'hostilité, les préjugés et la discrimination sont dirigés vers certains sous-groupes avec des formes de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on leur refuse les attributs de type humain. On dit que ce sont des sous-hommes. Alors évidemment, on ne le dit pas comme ça, parce que ça rappellerait trop le nazisme, mais dans le processus, c'est ce qu'on observe. Et donc j'ai retrouvé ce tweet de quelqu'un qui est présenté comme un philosophe. Pour moi, un philosophe, c'est un ami de la sagesse et de l'espèce humaine, mais lui, vous voyez, en 31 décembre 2021, il disait « Bonne année à tous, sauf aux anti-vax qui sont des cons, bon ça va encore, ça fait partie de l'espèce humaine, soit des monstres ». Vous voyez, on est exactement dans ce que définit la connaissance socio-anthropologique. Donc il y a cette tentation de déshumaniser ceux qui sont perçus comme déviants. Et le clivage entre les deux groupes, je suis toujours dans l'article de Ioannidis, Schippers et Joff, disant que ça peut aller, beaucoup de conséquences, jusqu'à l'approbation de la violation des droits fondamentaux avec exclusion de la société. C'est malheureusement ce que vivent les soignants suspendus. C'est-à-dire qu'on leur fait subir un traitement qu'on ne fait subir à aucun autre groupe. Si on les licenciait et qu'ils avaient droit au chômage, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait déjà extrêmement brutal et injuste, mais là, on les prive du droit fondamental de leur subsistance. Les auteurs avaient relevé que les personnes vaccinées ont une forte antipathie envers ceux qui ne sont pas vaccinés, l'inverse n'étant pas vrai,
Et puis les auteurs demandaient, mais pourquoi est-ce que des gens en temps normal qui se comportent de manière normale peuvent en venir à trouver cela normal? Eh bien, c'est qu'on redirige la faute du stress vécu vers un bouc émissaire, et ce qui est tout à fait typique comme mouvement projectif. Alors, il y a un risque qui est identifié de tout temps. J'aime beaucoup citer Raymond Massé, qui est une des grandes figures de l'anthropologie morale et éthique, hein, et qui a toujours mis en garde quant au fait que la santé publique est une entreprise normative. On cherche à dire aux gens comment se comporter, à quoi croire et à quoi ne pas croire. Et donc, il y a une acculturation qui pose un ensemble de problèmes éthiques, et notamment celui que la santé publique devienne, vous voyez, c'est l'image à gauche, comme une forme de religion dans laquelle des nouveaux prêtres définissent les voies impénétrables, parce que ce sont eux qui savent, du salut sanitaire à travers l'identification de péchés, hein, et donc qu'on se rapproche en définitive de quelque chose de religieux, de prosélyte, de missionnaire, qui normalement ne devrait pas être autorisé à des scientifiques neutres et désintéressés. Et ça, c'est vraiment une réflexion éthique qui a cours depuis très longtemps, donc j'ai envie de dire, la culture professionnelle de la santé publique était sensible à ces réalités jusqu'à la crise du Covid. Et vous voyez que les termes qui sont associés au complotisme sont très durs, hein. On l'avait déjà vu dans l'article de l'Express, mais vous voyez la dépêche, mais on pourrait prendre énormément de médias différents, c'est une menace pour la démocratie. Une menace pour la démocratie, c'est pas rien, je veux dire, on parle de coup d'État ici. Et puis on utilise un langage typique de ce qui est le plus dramatique, donc vous voyez le témoignage d'un complotiste repenti. Repenti, c'est un terme qu'on utilise pour les mafieux. Ça vient du vocabulaire religieux, mais un mafieux repenti, c'est quelqu'un qui balance à la justice des informations quant au fait, en échange du fait qu'il a compris la gravité de son comportement et qu'il demande une réduction de peine. Et puis, pour poursuivre un peu dans l'exploration du vocabulaire et donc des connotations, vous voyez, les conseils de 3 experts pour répondre à un proche séduit par des théories du complot. La séduction, c'est le diable qui séduit, et la femme. Et puis à droite, ça pose question, l'Université Laval qui vient d'ouvrir une chaire sur l'étude de l'hésitation vaccinale pour éviter que le phénomène devienne viral. Et donc là, c'est toujours un vocabulaire très dramatique, médical. Et donc, cette collègue à moi, malheureuse consoeur, je lui parle volontiers pour échanger, mais donc elle va étudier ça pour trouver les solutions à ce problème. Vous voyez, elle se situe d'emblée dans une démarche où se vacciner c'est bien, hésiter c'est pas bien, alors qu'hésiter sur le plan intellectuel c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et puis qu'on forge un cheminement de pensée, et donc son taf à l'Université Laval de Québec, c'est de réfléchir à ça pour voir comment faire en sorte que les gens n'hésitent plus. C'est un petit peu périlleux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le complotisme ? Alors, il y a beaucoup de définitions, mais Wikipédia, qui est très impliqué là-dedans, vu que c'est une des grandes sources de diffamation et d'attaques personnelles à nos encontres. Vous savez que plein de gens, comme Alexandra Orion-Caude, par exemple, ont vu leur biographie être réécrite de manière extrêmement injuste et violente sur Wikipédia, qui ne fait rien pour changer ça. Donc sur Wikipédia, il est dit qu'une théorie du complot, c'est un type de discours qui décrit un événement comme résultant de l'action planifiée d'un petit groupe dissimulé. En écartant la démarche d'investigation historique, on va dire l'honnêteté intellectuelle, au profit d'une démarche explication univoque, c'est-à-dire que on veut qu'il n'y ait qu'une cause au phénomène que l'on décrit, et on trouve des confirmations dans tous les éléments qui viennent, parce que c'est ce qu'on veut trouver, on s'en donne les moyens. Pour Peter Knight de l'Université de Manchester, les théories du complot mettent en scène un petit groupe de gens puissants qui se coordonnent en secret pour planifier, entreprendre une action illégale et néfaste, affectant le cours des événements. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. La définition de complot du Robert en ligne, c'est un projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Et vous voyez que c'est intéressant parce que désormais, dans la notice du mot lui-même, le complot, il y a la théorie du complot.
Alors, les complots, ça a toujours existé. Jules César a été assassiné comme résultat d'un complot en ayant lui-même comploté pour faire passer la Rome antique de la République à l'Empire. Puis vous connaissez l'histoire rapportée par Suétone, sa femme qui avait rêvé qu'il se faisait assassiner tenta de l'empêcher de se rendre au Sénat. Il a dû penser complotisme, il y est allé et il est tombé victime d'un complot. L'affaire Dreyfus, évidemment, c'est un complot judiciaire. Hein. Il y a la traîtrise, une traîtrise qui est découverte, et par manque de preuves pertinentes, ça c'est une couverture du film qui a été fait au sujet de cette affaire, le ministère de la Guerre crée un faux document, la Kaplan. Ça a mis du temps à être corrigé. On se souvient tous de Colin Powell brandissant une fiole d'anthrax à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour la petite histoire, il raconte dans ses mémoires que quand il a découvert qu'il avait été piégé par l'administration, parce qu'il était de bonne foi, il était convaincu que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, le président et les services secrets l'ont envoyé avec sa fiole professer de bonne foi ce en quoi il croyait. Et quand il a découvert qu'il avait été instrumentalisé et trahi par ses employeurs, il en a été mortifié jusqu'à la fin de ses jours. Il y a de quoi. On rappelle qu'il y a eu à peu près 1 million de morts, crimes de guerre en Irak comme résultat de cela, dont 500 000 enfants. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est compliqué, parce que les complots, il y en a partout, et comme l'avait dit Lord Acton, on le sait depuis la nuit des temps, si le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument, donc il est naturel de se méfier des gens qui sont au pouvoir. Et d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que le pouvoir, l'exercice du pouvoir endommage le cerveau. Et vraiment, on a des masses de recherches en imagerie cérébrale tout à fait convaincantes qui montrent que quand vous êtes au pouvoir, vous perdez l'empathie pour les autres, vous perdez le sens éthique, vous perdez l'altruisme, et la fin justifie de plus en plus les moyens. Alors, heureusement, la Commission européenne et l'UNESCO sont là pour veiller à notre intelligence. Et eux, dans une campagne de pub absolument hilarante, nous se disent, il y a 6 choses que les théories du complot ont en commun, ça nous aidera à y voir clair, c'est qu'il y a un complot secret, oui, bon, en général les complots ne sont pas au grand jour, il y a un groupe de conspirateurs, des preuves à l'appui, entre guillemets, les complotistes soutiennent que rien ne se passe par hasard, ou par accident, supposent que le monde est bon ou mauvais, et que quelqu'un en est responsable. Alors il y a plein de petites notices qui sont proposées, comment se comporter avec quelqu'un qui en parle, comment les journalistes devraient traiter ça, est-ce que c'est une théorie, par exemple en haut à droite, est-ce une théorie du complot? Probablement pas, si l'auteur a des qualifications reconnues, donc nous on les avait puis on les a niées après. Les sources sont soutenues par des sites de vérification des faits, mais aujourd'hui ils sont profondément malhonnêtes, et puis le ton est objectif et factuel, ça je serais assez d'accord. Voilà. Et donc, curiosité entre deux, enfin dans le lot, ne partagez pas de contenu antisémite. On ne voit pas très bien ce que ça fait là-dedans, mais bon. Et donc, ça questionne, parce qu'on a une définition, et puis l'UNESCO nous dit, la première étape pour se prémunir de ça, c'est de savoir que ces théories existent, et donc il faut être vigilant et empêcher qu'elles se propagent. Mais ce qui est décrit là, un complot secret, qu'un groupe de conspirateurs qui organisent les choses, on a découvert que la CIA, le FBI, utilisaient Wikipédia. Donc il y avait des gens dans ces services secrets qui allaient sur Wikipédia changer les notices sur des sujets comme la guerre en Irak ou la prison de Guantanamo. Est-ce que c'est un complot ou pas? François Mitterrand a fait écouter des milliers de personnes de manière illégale, anticonstitutionnelle et clandestine. Michel Rocard a fini par dire que ça n'était pas un honnête homme, ça a scandalisé les socialistes. Je ne sais pas, mais là, en tout cas, ce qu'il avait fait à ce moment-là, c'était secret, c'était illégal. Et si on l'avait dit à l'époque, on a une théorie du complot. Jacques Chirac, condamné pour détournement de fonds publics et abus de confiance, bon, c'est un complot secret avec un groupe de conspirateurs pour détourner le sens normal des choses. Nicolas Sarkozy, condamné, financement illégal de sa campagne, un complot secret avec un groupe de conspirateurs. Dans l'affaire Bismuth, corruption active sur personnes dépositaires de l'autorité publique et trafic d'influence.
C'est ce dont il est accusé. Alors, il y a la présomption d'innocence, mais on le soupçonne de quelque chose qui est un complot secret avec un groupe de conspirateurs. L'ex-chef du parquet national financier dit avoir subi des pressions hiérarchiques pour torpiller la candidature de François Fillon. Et sans cela, probablement, ou peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. Donc elle a témoigné publiquement, on a fait pression pour que j'aille le plus vite possible dans cette affaire, sans respecter le temps judiciaire. Off Investigation, qui se pose des questions sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Hein, il a fait un deal entre Pfizer et Nestlé de 9 milliards d'euros. On sait que les commissions sont extrêmement généreuses habituellement dans les banques d'affaires dans ce genre de cas. Et sa déclaration d'impôt ne reflète pas du tout quelque chose de cet ordre. Donc, Off Investigation se demande où est-ce que c'est passé. Silence de toute la presse, qu'Emmanuel Macron, en tant que président, a choisi de subventionner généreusement. Est-ce que c'est une théorie du complot de se poser la question? Un cas très connu, tragique, de cette infirmière koweïtienne qui avait témoigné publiquement que les soldats irakiens, quand ils avaient envahi le Koweït dans la première guerre du Golfe, avaient jeté des bébés prématurés en les sortant des couveuses et en les jetant par terre. Elle était en pleurs, c'était bouleversant. Sauf que c'était une invention de la CIA. Pour faire accepter la guerre du Golfe, on a inventé un massacre de nouveau-nés. Hein. Une agence de relations publiques a préparé le coup, 10 millions de $. Le New York Times l'a repris abondamment. Et cette femme était en fait la fille d'un ambassadeur du Koweït qui avait été drillé pour, comme dans une pièce de théâtre, larmoyer en étant crédible. Et cela afin de vendre l'opération militaire à l'opinion publique. Je l'ai dit en entrée, Angela Merkel vient de révéler que les accords de Minsk, qui visaient à prévenir la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Occidentaux n'ont jamais eu l'intention de respecter ces accords. Ils ont donné leur parole, ils ont signé, ils ont engagé les États. Non, c'était pour gagner du temps. Nord Stream, on raconte que les Russes auraient auto-saboté. Attends, l'enquête dit que c'est probablement pas eux. Non, mais alors c'est qui? Et puis, pour faire bonne mesure, vous vous souvenez des frégates de Taïwan, plusieurs centaines de millions de francs de rétrocommissions versées en France. Et la justice française a voulu enquêter pour dire qui s'était enrichi illégalement. Les gouvernements français de gauche et de droite ont invoqué le secret défense pour qu'on ne sache jamais. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans des conditions suspectes la veille de révéler ce qu'elles avaient dit qu'elles révéleraient au sujet de cette affaire. Et Jacques Beau, qui est colonel de l'armée suisse, des services de renseignement, qui a collaboré avec l'OTAN et l'ONU, dit « Aujourd'hui, on ne gouverne que par les fake news ». C'est-à-dire que tout ce que vous entendez sur la géopolitique internationale, c'est truqué, c'est de l'information qui vise à vous orienter dans une direction, mais qui n'a plus aucun souci de la vérité. Julian Assange, qui est torturé de manière abominable par le Royaume-Uni, avait dit avant son incarcération « Toutes les guerres au cours des 50 dernières années ont été le résultat de la propagande d'État et des mensonges des médias. » Et Nils Melzer, qui est rapporteur spécial sur la torture de l'ONU, qui s'est intéressé et qui a été revoir Julian Assange, a dit « J'ai trouvé, écoutez bien, c'est un article dans le Monde diplomatique, des preuves irréfutables de persécution politique et d'arbitraire judiciaire, de torture et de mauvais traitements délibérés. Les États responsables ont refusé de collaborer avec moi. Il est rapporteur sur la torture du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. » Et il dit « L'affaire Assange, c'est l'histoire d'un homme persécuté et maltraité pour avoir révélé les secrets sordides des puissants, notamment les crimes de guerre, la torture et la corruption. C'est un arbitraire délibéré dans les démocraties occidentales. » En concluant, c'est aussi l'histoire de reportages manipulés et manipulateurs dans les grands médias, aux fins d'isoler, de diaboliser et de détruire définitivement un individu. Qu'en pense l'UNESCO et la Commission européenne par rapport à leur théorie du complot?
Et Edward Snowden, qui a révélé, agent de la CIA en poste à Genève pendant un certain temps, la réalité de la surveillance et du totalitarisme numérique, dit il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Noam Chomsky avait déjà relevé la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. Et effectivement, il y a une somme d'études scientifiques de très haut niveau. J'admire beaucoup le travail de David Colomb, qui est professeur à Sciences Po, historien, qui a décrypté la manipulation de masse dans le monde contemporain en montrant que c'est générique. Nous sommes dans une ère de propagande totale, dans les démocraties autant que les dictatures, qui fournit une version simplifiée du monde à laquelle on veut que les gens adhèrent par toutes sortes de procédés d'influence et de manipulation. Alors, voilà un autre bel exemple. J'aime bien Cerveau et Psycho, qui est une bonne revue de vulgarisation, sauf sur le thème du complotisme, où ils sont lamentables. Et donc, vous voyez, un article qui est vraiment un cas de figure de manipulation, comment se protéger contre les théories du complot. Et donc, il parle de Christian Perron, en disant... Selon le professeur, l'efficacité des vaccins contre le coronavirus n'est pas encore avérée. Bon, on est plusieurs mois après, elle a été démentie depuis. Des médicaments efficients existent et sont connus, mais ne sont pas prescrits du fait de l'action des lobbies. Oui, c'est avéré. D'ailleurs, explique Christian Perron, on nous ment et s'il dérange, c'est parce qu'il dit la vérité. Et l'auteur, qui est psychologue et chercheur à l'école pratique des hautes études, dit c'est un discours qui évoque les théories du complot, non fondées sur des faits. Pourtant, Perron est un médecin et un professeur d'université, ce qui laisse poindre une possibilité angoissante. Est-ce que quelqu'un pourrait être intelligent et malgré tout croire aux théories du complot? Et puis, alors ça c'est un mécanisme de manipulation très connu, c'est-à-dire qu'on associe aux critiques légitimes de Christian Perron, il a été en charge pendant 15 ans de la réponse de la France aux épidémies infectieuses, il sait de quoi il parle, il énonce des critiques parfaitement pertinentes, et que fait l'article? Il parle des reptiliens. Selon la théorie des reptiliens, l'être humain est gouverné par des hommes lézards déguisés en Barack Obama, Angela Merkel, etc. Et donc, il y a des gens qui croient vraiment à n'importe quoi. Oui, mais quel lien avec Christian Perron? Et là, on est dans ces amalgames absolument redoutables qui laissent penser qu'il y a quand même un blême. Alors, de beaux esprits, grands esprits, bien sûr, l'ont repéré, Edgar Morin, toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance répandue est désormais considérée comme complotiste. Et puis Mireille Zaki, une très grande journaliste suisse et égyptienne, qui a dit il faut faire attention à ce que ça ne serve pas à disqualifier ceux qui posent de bonnes questions. Ariane Bilran, qui est la grande spécialiste du totalitarisme de langue française, auteur de la psychologie de la paranoïa, psychologie de l'autorité, le débat interdit que j'ai eu l'honneur de préfacer avec notre ami Vincent Pavant, elle dit que c'est même un terme complotiste qu'il faudrait éviter. Ça veut rien dire. Parce que soit ce sont des gens qui dénoncent des complots et ces complots sont vrais, comme tous ceux que je viens de vous nommer, et qui a dénoncé les complots depuis la nuit des temps, si ce n'est les philosophes et les résistants, les journalistes aussi, ajoute le journaliste, soit ce sont des fous furieux qui inventent des complots, et dans ce cas-là, ce sont des paranoïaques, il n'y a pas besoin d'une étiquette supplémentaire. Et elle souligne qu'avec ce terme, on enlève le critère vrai ou faux, c'est juste, est-ce qu'il est complotiste ou est-ce qu'il ne l'est pas, ce qui empêche d'être en débat. La polémique, c'est qu'on cherche à ne pas écouter l'autre, alors qu'en débattant, on pense les choses, on argumente et on vient sur un terrain rationnel. Notre ami et collègue Laurent Mucchielli avait fait une très belle présentation en disant aussi que ça ne tient pas la route, cette idée des complotistes. C'est quoi? Il y aurait une secte secrète qui conspirerait contre la politique sanitaire des États. Donc, ça pose un sacré point d'interrogation. Alors, je vais vous proposer maintenant une incartade de nouveau du côté de la littérature scientifique. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de publications qui ont été faites, donc qu'est-ce qu'elles disent? Et en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça, par exemple, c'est une méta-analyse de l'effet des théories du complot sur la gestion de la Covid-19. Vous voyez, les auteurs disent dans l'abstract, alors que ces théories prolifèrent, leur impact sur les réponses liées à la santé au cours de la pandémie n'est pas compris. Elles ont été faiblement associées à une plus grande réticence à l'égard de mesures de prévention. Vous voyez, c'est vraiment pas probant.
quiconque connaît le vocabulaire scientifique, ça veut dire qu'on n'est même pas sûr qu'il y a quelque chose, ce genre d'intitulé, ou d'énoncé. Pourtant, il conclut, malgré des effets faibles et hétérogènes, à grande échelle, les croyances conspirationnistes constituent une menace non négligeable pour la santé publique. Ils viennent de dire que c'est pas compris, que c'est extrêmement faible, mais bon. C'est un peu comme toutes les études sur les effets indésirables des injections géniques. Vous savez, elles concluent tout, mais la balance bénéfice-risque reste favorable, alors qu'il n'y a aucune raison de le penser. Là, vous avez des auteurs. Tout ça, c'est un numéro en particulier de Current Opinion in Psychology qui vient de sortir, mais c'est très intéressant parce que ça reflète dans une espèce de bouquet de thèmes toutes les questions que se pose la communauté scientifique, ou en tout cas celle qui est financée à cette fin. Et eux, alors ils se demandent, ils disent, les personnes qui adhèrent aux théories de la conspiration sont moins susceptibles de porter des masques, de se conformer à la distanciation sociale ou de se faire vacciner. Bon. On peut rappeler qu'aujourd'hui, on sait que le masque ne sert à rien, que la distanciation sociale ne sert à rien, et que le vaccin, a priori, il est plus dangereux que protecteur. Pourtant, ils disent, cela représente un défi pour les politiques de santé publique, et l'un des outils qui leur plaît bien, c'est de promulguer des obligations de vacciner qui, bien que controversées, ont permis d'augmenter le taux de l'adoption de la vaccination. Donc ils se demandent si les obligations sont efficaces, en disant il faut garder l'esprit ouvert quant au besoin de l'imposer. Le fait que c'est expérimental et donc que c'est un crime contre l'humanité d'imposer une expérimentation, ça n'est pas dans leur champ de conscience. D'autres auteurs s'intéressent aux bénéfices psychologiques de croire aux théories du complot, donc elles peuvent être gratifiantes et donner un sens et un objectif. Je m'oppose donc je suis. Ça donne un sentiment d'importance, de légitimité et d'excitation, et donc c'est probablement une forme de gratification instantanée, c'est-à-dire du même ordre que manger du sucre ou fumer une cigarette. Et voilà, donc on égrène comme ça, les croyances dans la conspiration et le rejet de la science, le lien entre la perversion narcissique et les théories du complot. Donc là, on a la psychiatrisation de l'opposition qu'on a souvent observée. Théorie du complot et terrorisme. Théorie du complot et climato-scepticisme. Donc, et puis, les auteurs, il faut montrer les conséquences dangereuses des théories du complot. Ils disent de nouveau, ça peut avoir un impact important sur les choix de santé comme la réduction des comportements de prévention, mais ça va beaucoup plus loin et ça peut mobiliser une société entière d'une manière, beaucoup de citoyens d'une manière préjudiciable à l'ensemble. Alors, je reviens à l'article de Bottemann, de la Pitié-Salpêtrière. Donc, quand on voit quelles sont les croyances complotistes fondamentales, on trouve effectivement un inventaire à la Prévert, avec des choses à peu près certaines à l'heure qu'il est, des choses très improbables. Donc, création par une organisation secrète, un laboratoire gouvernemental ou des essais militaires d'un laboratoire pharmaceutique privé. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas. À 99% de chance, il est sorti de Wuhan et des recherches sur les gains de fonction. Donc, il met dans le panier croyances complotistes ce qui aujourd'hui est parfaitement connu. Technologies numériques comme le réseau sans fil permettent la propagation du virus. Ça, c'est peu probable. Écouvillons nasaux PCR sont utilisés pour injecter le virus lui-même, non. Création du virus pour restreindre les libertés individuelles, maintenir les situations d'urgence et pour fragiliser les institutions démocratiques. Alors, effectivement, que le virus ait été créé à cette fin, c'est un pas interprétatif, mais Klaus Schwab, dans le Great Reset du World Economic Forum, a dit « Ah, ça tombe bien qu'il y a un virus !» parce que ça va nous permettre d'apprendre à la population de renoncer à ses libertés individuelles et remplacer les fragiles institutions démocratiques par de la gouvernance mondiale. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on est quand même pas loin. Projet d'entreprise multinationale d'injecter des micropuces, oui, c'est un projet du World Economic Forum et Bill Gates a un ensemble de brevets en la matière.
7. Le risque de contracter l'infection ou de développer une forme grave après avoir été infecté est négligeable. Oui, ça s'appelle l'immunité naturelle et c'est effectivement beaucoup plus robuste que l'immunité vaccinale. La pandémie n'existe pas réellement. D'après les critères de l'OMS, avant 2009, il n'y a pas eu de pandémie. Les hôpitaux sont vides, ils n'ont jamais été surchargés. Les gouvernements mentaux simulent une crise sanitaire. Oui, ça a été très largement exagéré. Et 9, les écouvillons nasaux sont plus dangereux que le virus lui-même et ces dangers sont dissimulés. Effectivement, l'usage massif de PCR était vraiment pas bon pour la barrière hémato-encéphalique. Et donc, vous voyez, dans ce qu'il nomme, ce qu'il désigne comme étant les théories du complot, on trouve tout un ensemble d'hypothèses scientifiques raisonnables et de choses qui ont été confirmées par la recherche. Et au fond, c'est vraiment là où le bât blesse. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est, au fond, devant une entreprise normative. Alors, il y a des échelles pour tester si quelqu'un est complotiste ou pas, et il y a même des chercheurs français et anglais, ça ne s'invente pas, qui ont trouvé une échelle à un seul item. Je pense que la version officielle des événements donnés par les autorités cache très souvent la vérité, allant de complètement faux à complètement vrai. Donc si vous êtes à complètement faux, vous n'êtes pas du tout complotiste. Si vous pensez que c'est complètement vrai, vous êtes tout à fait complotiste. Mais on vient de passer en revue le fait que la corruption est aujourd'hui généralisée et que les nouvelles que vous entendez de la part du gouvernement sont à peu près systématiquement fausses. Donc c'est là où malheureusement, et de nouveau, moi j'ai pas de parti pris, s'il y avait des choses vraiment intéressantes dans les études du complotisme, vous voyez ce que je veux dire, ça me conviendrait, mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement tautologique. C'est-à-dire que le présupposé de ces personnes, c'est que les autorités nous disent toujours la vérité, la science produit toujours des connaissances qui sont fiables, les médias sont honnêtes et transparents, tout le monde est bien intentionné, il n'y a aucun enjeu parasite, et donc on peut leur faire confiance. Et donc, évidemment que dans cette vision du monde, qui n'est rien d'autre que la doxa du Covid décrite par notre ami Laurent Mukieli, si c'est votre religion, évidemment qu'un Olivier Soulier, un Philippe de Chazourne, un Didier Raoult, un Christian Perronne, un Jean-Dominique Michel vont être des dangereux complotistes. Mais dans une relation réaliste au monde, évidemment que c'est compliqué. Alors, il faut vraiment qu'on se pose la question, comment est-ce que ça s'est imposé? Et vous voyez qu'en 2016, Nexus, magazine complotiste, d'après ceux qui voient les choses de cette manière, avait publié tout un dossier en disant mais il y a quand même des choses bizarres, et notamment parce que des journalistes ou des lanceurs d'alerte qui font leur travail se trouvent désormais accusés de complotisme. Avec des nouveaux mots comme la complosphère, la fachosphère, etc. Et on voit effectivement qu'il y a toute une construction longitudinale dont on peut se demander, comme hypothèse, si ça a été pensé pour permettre l'instrumentalisation de crises à venir, ou si ça reflète juste un égarement de l'opinion et de la mentalité collective. Alors, on va passer maintenant par un vrai expert, Lance de Haven-Smith, qui est professeur émérite de sciences politiques et d'administration publique à l'Université de Floride, et qui est l'auteur d'un travail de recherche passionnant, où en fait il a fait l'historique de l'étiquette de théorie du complot, mais aussi de à quoi elle sert concrètement. Alors, j'ai préfacé avec Ariane Bilgrand ce livre qui a été publié récemment en français aux éditions Yves Michel. Je reprécise, je n'ai pas touché un centime, c'était par conviction. Mais donc, il revient au point de départ, qui est l'assassinat du président Kennedy, parce que c'est ça qui a déclenché l'utilisation à vaste échelle de l'expression théorie du complot. Alors, vous vous souvenez, Kennedy a été assassiné à Dallas en 1963, et puis l'enquête a été menée très très vite. Une commission a été nommée une semaine après l'assassinat, a rendu un rapport 10 mois après, en disant, en l'espèce, que Kennedy avait été abattu du fait de l'action unique d'un criminel unique, Lee Harvey Oswald, qui avait tiré au fusil d'assaut depuis un building situé à l'arrière du cortège présidentiel. Il avait utilisé 3 balles. Oswald, qui avait toujours affirmé qu'il était innocent et qu'il était un bouc émissaire, s'est fait
tué 3 jours plus tard par un patron de bar, Jack Ruby. Et puis, donc la commission Warren fait son rapport d'enquête et dit, ben voilà, c'est ça qui s'est passé, il n'y a absolument rien d'autre à chercher. Alors, c'est quand même un peu compliqué, parce que il y a un ensemble de choses, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour que ce rapport soit vrai, déjà beaucoup de témoins ont dit avoir entendu d'autres coups de feu, et notamment de coups de feu provenant de l'avant de la voiture. Et dans l'analyse balistique, il y a quelque chose qui contredit la thèse de Warren, c'est-à-dire que le point d'entrée d'une balle qui est arrivée dans la nuque de Kennedy ne correspond pas au point de sortie. Et étant donné qu'une balle a été fracassée à un trottoir, qu'une seconde s'est logée dans la tête du président, le blessant mortellement, la troisième aurait dû traverser son cou en entrant à un endroit, en sortant à un autre, avant d'aller percuter le gouverneur du Texas qui était assis à l'avant de la voiture et qui lui-même a été touché à différents endroits, notamment le poignet. Il a eu plusieurs points d'impact. Et là, vous avez la balle magique, comme on l'appelle, donc c'est celle qui a effectivement été retrouvée et qui aurait traversé le cou, atteint le gouverneur et serait ressortie complètement indemne. Et tous les experts en balistique disent que c'est pas possible. Une balle qui percute un poignet avec la densité osseuse, elle ne peut pas rester. Donc, c'est un rapport, alors qui sait, peut-être qu'il est exceptionnellement vrai, mais on voit que c'est pas très crédible. Et puis il y a d'autres éléments troublants, c'est que Kennedy a été emporté évidemment en urgence à l'hôpital de Dallas, et où une autopsie devait avoir lieu. C'était une obligation légale selon la loi du Texas, mais les services secrets américains se sont opposés, ont mis les médecins légistes en échec, ont retiré le président Kennedy pour l'emmener à Washington, et puis la limousine où avait eu lieu l'assassinat a été nettoyée séance tenante, toutes les traces ont été enlevées, le pare-brise a été remplacé, enfin tout ce qui avait été abîmé a été nettoyé sur le champ, d'une manière qui rendait impossible l'analyse balistique. Alors que c'est juste absurde. Si vous avez une voiture dans laquelle un assassinat a été commis, elle peut vous révéler plein de choses sur la réalité, et donc les services secrets américains ont poussé tout ça, ont fait nettoyer le costume du gouverneur au pressing séance tenante, et donc toutes les possibilités d'enquête ont été effacées. Donc, évidemment, quand ce rapport est sorti, beaucoup de gens se sont dit, ils sont bien gentils, mais c'est à peu près incroyable, et c'est là où il y a ce fameux mémorandum 1035-960 qui a été édicté par la CIA en 1967, donc quelques années plus tard, pour contester la contestation du rapport Warren, avec une campagne de propagande exhortant les journalistes à dénoncer les théoriciens du complot, à leur supposer des mobiles autres que la recherche de la vérité et à mettre en cause leur avis. Alors Lindsay Heaven-Smith s'est intéressé à tout ça, évidemment, et il dit, au fond, la question n'est pas tellement de savoir s'il y a eu un tireur isolé ou plusieurs tireurs. Les détails importent peu. La vraie question, c'est est-ce que c'était, cet assassinat, un crime d'État contre la démocratie, c'est-à-dire une conspiration d'initiés politiques pour se débarrasser de Kennedy et déguiser ce coup d'État en meurtre fortuit. Et ce que relève Lindsay Heaven-Smith, mais c'était tout à fait pertinent par rapport à cet objet comme au nôtre, c'est que l'étiquette théorie du complot est utilisée non pas pour désigner une position à examiner, mais pour couper court à la discussion avant même qu'elle ait commencé. C'est une manière d'exclure, en disqualifiant quelqu'un qui énonce quelque chose qui, a priori, peut au moins être une hypothèse, même si elle est peu crédible. Et donc, il a mis ça en lien avec cette notion de crime d'État contre la démocratie. Et il relève, de manière répétée en Occident, et à travers le monde, des États, des gouvernements ne respectent pas la loi au détriment de la démocratie et de la population. Il dit par exemple, lorsque le président Bush a déclaré devant la nation que l'Irak possédait des armes de destruction massive, c'était un crime d'État contre la démocratie. Ils ont privé les parlements et le peuple des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Et il souligne le principal effet de la plupart des crimes d'État contre la démocratie est d'encourager la panique sociale, le militarisme auprès du grand public, ainsi que la belligérance de la politique étrangère. Donc évidemment que ça va nous questionner.
Nous sommes en guerre, a dit Emmanuel Macron. Il a nommé un secret défense pour gérer une épidémie bénigne. On a créé la panique, et maintenant on nous entraîne dans une guerre en Ukraine, sans vote du Parlement et sans discussion collective. Et donc, Lens de Heavensley souligne que les détracteurs des thèses sur l'existence des conspirations arrivent à des définitions qui sont inexploitables, parce qu'au fond, ils essayent de formuler de manière irrationnelle la question de l'intrigue politique. Pourtant, il relève, il n'y a rien d'intrinsèquement irrationnel à suspecter des personnes puissantes qui complotent. Et bien sûr, tout dépend de la nature de la négation, des preuves à l'appui, du contexte. Donc au fond, ce qu'il faudrait faire, c'est que pour chaque théorie du complot, entre guillemets, c'est l'investiguer. C'est de voir ce qu'il en est. C'est une supposition. Mais là, elle agit comme « nous n'entrerons pas en matière parce que vous êtes délirant, vous êtes irrationnel, vous n'êtes pas crédible, et donc ce que vous dites ne sera même pas envisagé. » Alors que, je cite un article tout récent, 10 janvier de Mediapart, le juge belge chargé de l'instruction du scandale de corruption au Parlement européen dit « Nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles. La criminalité financière en Europe est devenue incontrôlable. » Donc, si les gens qui connaissent le mieux ces sujets et s'en occupent témoignent de la gravité des choses et que tout ce qu'on fait, c'est nier que ce genre de choses peuvent exister, évidemment que nous sommes quand même pris dans quelque chose de relativement compliqué. Donc tout ça c'est bien joli, mais franchement, ça pose quand même question. Et donc, Lens de Heaven-Smith documente, à l'appui de l'investigation d'un grand nombre de crimes d'État contre la démocratie, le fait que c'est utilisé pour couper court, et, souligne-t-il, c'est intéressant, non pas en influençant l'orateur, mais l'auditeur. Elle inculque aux personnes indécises sur la question de l'existence de conspiration, ou qui n'ont jamais envisagé cette question, une proposition à rejeter d'emblée la possibilité d'un complot. Alors bien sûr, il y a des théories de la conspiration complètement farfelues, impliquant les extraterrestres, les reptiliens, la Terre creuse, la Lune creuse, mais déjà en tant qu'anthropologue, je trouve que même si quelqu'un a envie de trouver que la Terre est plate, c'est son droit. Je ne partage pas son opinion, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on criminalise une opinion. Mais on comprend bien que tout cela fournit un couvercle assez pratique, et donc dans la dernière partie de mon exposé, je vais parcourir avec vous un certain nombre de questions très concrètes qui se posent maintenant quant à quelque chose qui ressemble vraiment à des conspirations, et donc bienvenue dans les conspirations du Covid. Objectif. Point de départ, le virus créé en laboratoire, aujourd'hui on le sait. Les National Institutes of Health américains ont financé des recherches de gain de fonction à Wuhan. Fauci l'a toujours nié, mais ses services en ont témoigné, donc des recherches illégales de modification des coronavirus de chauve-souris ont eu lieu, alors que Fauci promettait en 2017 une pandémie surprise, en disant on est sûr que ça va se produire. Donc, bon, ça ressemble beaucoup à une arme, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, donc on a la quasi-certitude qu'il est sorti du laboratoire. Hélène Banoun a posté sur Twitter récemment une confirmation que Peter Daszak, donc une personne au service de Fauci, a soumis en août 2019 un article sur la séquence du SARS-CoV-2, donc bien avant la répétition générale d'octobre 2019 de Bill Gates et des universités pour comment on ferait s'il y avait une pandémie. Et puis, ce Peter Daszak a orchestré une campagne de harcèlement et de dénigrement envers tous les scientifiques qui disaient « ça ressemble beaucoup à du gain de fonction », et notamment en faisant publier une tribune dans le Lancet par des scientifiques corrompus. Et vous voyez qu'un responsable de l'OMS sur ces questions-là a dit « ça a été une opération de propagande scientifique, d'intimidation et de violence, c'est totalement en contravention avec la méthode scientifique. » Deux conspirations. Faire croire que ça ne pouvait qu'être naturel, et nier le fait que le laboratoire de Wuhan était impliqué.
Troisième conspiration, Barbara Stiegler a rappelé qu'il y a des services de l'État qui savent gérer les épidémies, qui ont des plans pandémie, des gens compétents comme Christian Perron et Didier Raoult. On les a mis complètement hors jeu. Ce sont des infiltrés, je vous renvoie au livre de Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, des cabinets de conseil qui ont pris la main. Je ne crois pas que McKinsey ait les compétences de Christian Perron ou de Didier Raoult. Et c'est mondial. Donc on a court-circuité, il y a eu un coup d'État, si vous voulez, sanitaire. Politico et Die Welt, qui sont des journaux mainstream, il reste un semblant d'honnêteté intellectuelle chez certains, ont montré que Bill Gates et ses partenaires ont utilisé leur influence pour contrôler la riposte mondiale au Covid en dépensant près de 10 milliards de dollars, mais qu'elles n'ont pas été soumises à l'examen des gouvernements. Bill Gates est un informaticien phobique et douteux. Est-ce qu'il est normal que l'Occident entier lui sous-traite la gestion de la pandémie? Qui s'est mis d'accord là-dessus? Il y a forcément des gens qui se sont mis d'accord. Donc c'est une conspiration. Tant en Angleterre qu'en Allemagne que dans les différents pays, des scientifiques ont admis que les gouvernements leur avaient demandé de faire paniquer la population, même en l'absence d'éléments scientifiques pour ce faire. En Angleterre, les membres de la SAGE ont dit que c'était totalitaire. Même chose en Allemagne. Commander une étude pour créer la panique. Complot. Les meilleurs experts au monde ont tous été attaqués de manière sanglante. On les a fait passer pour des charlatans, des malpropres, des malhonnêtes, alors que ce sont les meilleurs. C'est une attaque concertée dans tous les pays, complot. Et puis récemment, donc il y a plusieurs États américains qui ont porté plainte contre l'administration fédérale et les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la Maison-Blanche, l'administration Biden, a mis en place une machine à censurer les informations sur le Covid. Écoutez bien, ça démontre que le gouvernement fédéral a illégalement contraint les entreprises à faire en sorte que les Américains ne soient exposés qu'à des informations approuvées par l'État sur le Covid-19, même si elles étaient fausses. En conséquence, les Américains ont une fausse impression d'un consensus scientifique sur ces questions, ça vous rappellera peut-être quelque chose, et un jugement pour la conduite illégale, trompeuse et dangereuse du gouvernement est en cours devant les tribunaux. C'est un viol de la Constitution. Un gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Or, il l'a fait aux États-Unis, évidemment qu'il l'a fait en France aussi. Il suffit de voir la docilité de la presse. Martin Kulldorff, épidémiologiste de réputation mondiale, qui dit « Mais faites du bruit ! Facebook, Twitter, Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn ont tous censuré des informations valides sur le Covid. » Et il ne comprend pas comment qui que ce soit peut être d'accord avec une procédure pareille. On a menti à la population et on a censuré ceux qui essayaient de dire la vérité. Robert Kennedy Jr., lui, vient de déposer plainte, donc avocat, c'est le neveu de John Fitzgerald, le fils du premier Robert Kennedy, lui aussi assassiné, vient de déposer une plainte contre les médias mainstream, exactement au même motif, atteinte à la Constitution. Là, on est dans du lourd. Le grand jury de Floride va pouvoir enquêter sur tout. Et voyez, Martin Kulldorff, qui a monté les systèmes de pharmacovigilance vaccinale aux États-Unis, donc c'est pas un outsider, il dit, à ce stade, la science et la santé publique sont détruites. Ce qu'on a imposé, c'est une destruction de toutes les bonnes pratiques. Dr Prasad de l'Université de Californie, les réponses des experts gouvernementaux sont démentes, trahissent une profonde ignorance du Covid et plus généralement montrent qu'ils sont incapables de faire leur métier. Ça a été rapporté par Jay Bhattacharya, lequel conclut, expérience faite, il a été ostracisé, vilipendé, censuré. Le but de la censure moderne n'est pas d'empêcher les gens d'entendre une idée, c'est de délégitimer l'idée dans l'esprit du public et excommunier l'hérétique qui a osé l'exprimer sur la place publique.
si on revient au début de notre propos, c'est exactement ce que décrit Lansday Haven-Smith. Alors cela dit, il y a un article que j'ai trouvé particulièrement pertinent, publié par Jean-Bruno Renard, et il dit qu'au fond, bien sûr qu'il y a des théories du complot sur les reptiliens et tout ce que vous voulez, mais qui dit que les vraies causes de la floraison de ce genre de propos plus ou moins rationnels, c'est fondamentalement la perte de confiance dans les experts. La perte de confiance dans les savants, les enseignants, les politiques et les médias. Si les politiciens étaient honnêtes, si les médias étaient honnêtes, si la production scientifique était honnête, si les médecins étaient honnêtes, vous voyez ce que je veux dire? Si les invités des plateaux télé étaient honnêtes, eh ben les gens se contenteraient d'une parole véridique. Mais dès lors que nous sommes dans un mensonge et une manipulation généralisée, et vous voyez, après, il y a évidemment des figures comme Rudi Reichstadt à la tête de Conspiracy Watch. Je précise que j'ai rien individuellement contre ce monsieur, mais il est juste dramatique, avec une influence extrêmement néfaste sur le débat public, sur l'intelligence publique. Et donc, dans Le Monde, il dit qu'il faut impérativement cesser de trouver des études au complotisme. J'ai pas le temps de développer ça ici, mais il a fait un petit clip de 2 minutes pour la chaîne parlementaire où il accumule à peu près 35 mensonges grossiers. Et donc, je mets la référence d'un clip que j'ai fait où je reprends chacune de ces affirmations en montrant pourquoi c'est faux, bien sûr documenté très rigoureusement, et puis en montrant la manipulation que ça représente. Et donc, sur la chaîne des parlementaires français, des représentants du peuple, une personne aille faire de la propagande malhonnête et mensongère, franchement, ça pose une question démocratique. Si vous en doutez, allez voir, vous avez la référence. Je termine en revenant à David Colomb. Qu'est-ce que la propagande? C'est orchestrer une manipulation en discréditant l'adversaire, en prétendant servir l'intérêt général, en mettant la science dans sa poche avec de la corruption, donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté, mais les gens sont ravis de porter le masque, faire peur, faire diversion, gagner les décideurs et bien sûr influencer les journalistes. Donc voilà, c'est assez évident à ce stade qu'il y a une manipulation qui est mise en œuvre, qu'elle utilise cette étiquette d'une manière qui malheureusement nous conduit à foncer dans le mur, et j'en terminerai avec ça.